We now continue our work with the task that we will occupy us this afternoon and tomorrow morning. We have more or less 45 minutes until the lunch, so let us use this time and start the preparation for these discussions. The report and recommendations of the consultative body that was established to evaluate nominations to the urgent safeguarding list, proposal to the register of best safeguarding practices, and request for international assistance greater than $25,000. I invite the chairperson of the consultative body, Mr. Claudine Eugène Anguille, and its rapporteur, Mr. Pierre Bois, to join us at the podium. Let me explain how we will proceed through these 4 items of the agenda concerning the consultative body. We will begin with items 7 and 7A, the overall reports of the body on its work and the report of the nominations to the urgent safeguarding list. Mr. Bois will present an oral report on a number of transversal issues common to the 3 mechanisms and issues specific to urgent safeguarding list. Then I will open a brief general debate on these 2 items. Then suspend point 7. We will not adopt the overall decision on this item until we have evaluated all individual files for the 3 mechanisms. For the evaluation of the 11 nominations to the urgent safeguarding list, the chairperson, Mrs. Anguille, will introduce each file and summarize the key findings and recommendations on the consultative body. Then the committee will debate on each individual draft decision and adoption. The overall decision on item 7A will be adopted once we have evaluated all nominations to the urgent safeguarding list. This is the plan which we hope will be finalized today. Tomorrow morning, we will proceed in the same way for the item 7B. I mean the reports of the proposals for the register of the best safeguarding practice. And 7C, reports on the single international assistance request. Mr. Bois will present a brief overview of the issues specific to these 2 mechanisms, followed by a brief discussion of those issues. Then we turn to the individual files, 2 proposals for the best safeguarding practices and 1 international assistance request. That will be presented by Mr. Anguille, summarizing the key conclusions and recommendations, and then we debate and adopt the individual draft decisions. Overall decisions on items 7B and 7C will be adopted once we have examined the corresponding proposals and international assistance requests, and then we return to the overall decision 7. So it will permit us to be more flexible and decision defined. During the general debates, priority, please note it, all delegations, that priority is given to members of the committee. But I will also give floor to state parts, not members of the committees, and other observers if time will permit me. During the debates on draft decisions concerning specific nominations, proposals and requests, participation on the debates is limited only to committee members. Let me recall Rule 22.4 of the Rules of Procedure. Submitting states shall not speak to advocate the inclusion of their file, but only provide information in reply to questions raised.
I remind members and observers that there are large numbers of people following our work back home through the webcast and through the news media, and it is therefore important for us to keep as closely as possible to the schedule which we approved. We will begin with the general report of the rapporteur on the consultative body about how they conducted their work. But before that, let me ask the Secretary to explain briefly the process of treating files within the Secretariat before they are presented to the consultative body. If Madame de Velde, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Chair. And I see that your French is improving from minute to minute. I have to. So I just recall the normal procedure of the treatment of the nominations. We receive nominations by the deadline of 31st of March each year, like every year. So we register the nominations received, we acknowledge their receipt, we upload them on the website, and they are available online to the general public. This is following a decision taken by the committee last year that this mechanism allowed for prior reaction and consultation on nominations and not at the last minute during the committee. Then the Secretariat assesses technical aspects, and I insist only technical aspects, and informs submitting states if the file is technically incomplete or lacks essential components. And here we, thanks to the last decision of the committee in 7th session, we have a checklist very precise of things that has to be completed to consider a file complete. So it's a checklist that has been approved by the committee. Then all submitting states, and I say it again, all them, including those that had their file technically complete, are given 90 days, 3 months, to revise their nominations, to correct technical deficiencies if we did notice any that we signal, or to update information and improve the file on its content based on their own or others' experience. Here, I refer in particular to this document that we call Transversal Issues, that is a living document, information document that we provide publicly and which integrates the wisdom of the committee in all its decisions together with those of the consultative body and subsidiary bodies. So that when in March, for example, 2012, those state parties submitted some nomination, they can have the feedback of the previous committee's thinking, while probably when they elaborate their first draft, they didn't have it because it was very close to the last committee meeting. So this 3 months second chance, I would say, is allowing states, and they are, most of them, taking this opportunity, even if their file is technically complete, to update, upgrade their nomination to improve and give them the majority of chances to be inscribed. After this 90 days period, we make a lot of reminders to states to give us their revised nominations after this 3-month delay. The Secretariat does not accept any more additional information, because then we go to a new system of new registration, acknowledgement, uploading the new files, which goes also with translation of the files in order for the bodies, both subsidiary body and consultative, in that case it's consultative, be able to start their work in both languages to assess the individual nominations. The revised nominations are also available publicly as decided by the committee.
The only thing that may be added to a nomination, and that happened in several cases, as you could have noticed, is if correspondence is received about a file before 4 weeks of the examining body, meaning 4 weeks before the consultative body or 4 weeks before the committee. In such a case, the correspondence, together with the answer of the submitting state about the correspondence, their reaction, both of them are put together with the nomination in order to allow the body, be it the consultative body or the committee, to take into consideration these exchanges and to enlighten its decision if necessary. And I recall this is the procedure that was adopted by the committee last year, 7-15 decision. So, just for clarification, the same file that has been put online for the consultative body, which has been at the same time available to the state party, to the general public, is the one that you have in front of you. No change have been made in between. Thank you. I think that this explanation sets the stage for our work to begin. So, Mr. Bois, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par vous offrir un bref aperçu des dossiers et nos méthodes de travail, suivi immédiatement de nos observations sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Je comprends, Monsieur le Président, qu'une fois adoptées les décisions relatives à ces candidatures, y compris la décision chapeau 7A concernant les questions spécifiques à la liste de sauvegarde urgente, j'aurai l'occasion de vous faire part des observations spécifiques concernant les candidatures aux 2 autres mécanismes que nous avons été amenés à évaluer, les meilleures pratiques de sauvegarde et l'assistance internationale supérieure à 25 000 $. Permettez-moi de souligner que la liste des 12 membres de l'organe figure au paragraphe 2 du document 7. Lors de sa première réunion, l'organe a élu Madame Claudine Auger-Angoué du Gabon au titre de présidente, Madame Chrisendai Rempersad de Trinité et Tobago au titre de vice-présidente, et moi-même, Pierre Bois, représentant l'ONG Maison des Cultures du Monde, Paris, France, au titre de rapporteur. Comme l'auront constaté les membres du comité, les 4 documents issus des travaux de notre organe sont disponibles en ligne depuis le 21 octobre dernier, grâce aux efforts patients et méticuleux du secrétariat. Tout d'abord, l'aperçu des dossiers de 2013 et les méthodes de travail. Au cours du cycle 2013, le secrétariat a concentré son attention exclusivement sur les exigences techniques spécifiées dans les décisions 7-11 et 7-22 et n'a pas examiné le contenu à proprement parler des dossiers, à l'exception des 5 demandes d'assistance internationale qui, elles, ont fait l'objet d'un traitement plus détaillé. J'insiste sur ce point parce que je serai amené à y revenir un peu plus loin dans le rapport quant à la qualité des dossiers. Sur les 22 dossiers ainsi traités, tous se sont révélés incomplets lors de cette évaluation initiale. 7 dossiers n'ont pas été resoumis et sont donc restés incomplets, ce qui a laissé un total de 15 dossiers pour l'évaluation de l'organe consultatif, 12 pour la liste de sauvegarde urgente, 2 pour le registre des meilleures pratiques et 1 demande d'assistance internationale. Comme pour les cycles précédents, les membres de l'organe ont pu consulter les dossiers ainsi que toute la documentation accompagnant les candidatures en ligne à travers un site dédié. Les photographies et les vidéos requises ont également été mises à notre disposition, de même que les dossiers initialement soumis, les demandes d'informations complémentaires du secrétariat et les éventuelles correspondances tierces sur les candidatures. Chaque dossier a été évalué par chacun des membres de l'organe consultatif qui n'ont pas eu d'avis unanime pour aucun des 15 dossiers. C'est donc lors de sa réunion de juillet que l'organe consultatif est parvenu à formuler les projets de décision
qui figurent dans les 3 documents de travail respectifs 7A, 7B, 7C, et qui reflètent tous le consensus auquel sont parvenus les membres de l'organe au prix de débats riches et animés. Quelques observations générales. Monsieur le Président, je voudrais présenter maintenant quelques observations générales communes aux 3 mécanismes évalués par l'organe consultatif. L'organe consultatif note avec satisfaction que les États parties continuent de soumettre des dossiers qui montrent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel peut contribuer au développement durable au-delà du domaine strictement culturel. Nous avons été également heureux de constater une meilleure représentation géographique des dossiers par rapport au cycle précédent, et notamment le nombre de dossiers provenant d'États africains qui, pour le 2e cycle consécutif, était plus important que celui de tout autre groupe électoral. Comme les organes précédents, nous tenons à rappeler que nos recommandations n'impliquent nullement un jugement de valeur sur les mérites intrinsèques du patrimoine culturel immatériel concerné par un dossier. L'organe est conscient des contraintes du processus formel d'évaluation qui fait que ces recommandations ne peuvent être fondées que sur la conformité des informations contenues dans le dossier avec les critères établis dans les directives opérationnelles. Aussi, l'organe voudrait rappeler que l'élaboration d'un dossier est un travail collectif qui mobilise un large éventail de compétences en matière non seulement de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, mais également de gestion, de conception de projet, de budget, etc. Ce point fait l'objet du paragraphe 9 du projet de décision 8-7. On le sait, la Convention place la participation des communautés au cœur de la sauvegarde. C'est pourquoi c'est un critère transversal à tous les mécanismes de la Convention. Cependant, l'organe constate que de nombreux dossiers n'accordent pas toujours une place suffisante aux communautés. En effet, toute mesure proposée dans un dossier devrait permettre aux communautés, groupes, individus de pratiquer et de transmettre leur patrimoine culturel immatériel. Or, cet objectif est parfois perdu de vue, notamment lorsque le patrimoine culturel immatériel concerné est d'une façon ou d'une autre lié à une exploitation commerciale ou au développement touristique. D'autre part, une communauté et son patrimoine culturel immatériel se définissent mutuellement. Et leur description ne devrait pas être simplifiée au détriment de leur diversité et de leur complexité intrinsèque. De même, du fait de ce rôle central des communautés dans la définition de ce qu'elles reconnaissent comme appartenant à leur patrimoine culturel, elles devraient être à l'origine de chaque proposition de sauvegarde, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Cette prise en compte des communautés comme acteurs principaux de la sauvegarde de leur patrimoine est la seule garantie de l'efficacité des mesures proposées. Efficacité qui ne se mesure pas simplement à la continuité de la pratique, mais aussi au sentiment d'appartenance et d'identité que la communauté en retire. Dans un souci de cohérence générale, l'organe a par ailleurs veillé dans ses évaluations à préserver la logique de ses propres évaluations lors des cycles précédents, ainsi que celle des organes subsidiaires précédents et des examens du comité. Nous avons également essayé d'être aussi constructifs et précis que possible dans nos recommandations, notamment dans les paragraphes qui suivent les commentaires critère par critère, afin d'offrir des orientations utiles aux États parties qui souhaiteraient réviser leur dossier ou en élaborer un nouveau. Pour les dossiers faisant l'objet d'une recommandation favorable, l'organe a parfois souhaité formuler des remarques. Le comité pourra ainsi examiner dans les rapports périodiques des États parties concernés si les mesures appropriées ont été prises. Monsieur le Président, je ne peux rentrer ici dans le détail de notre rapport écrit, mais si vous le permettez, je voudrais mentionner quelques aspects d'ordre général qui, de l'avis de l'organe, peuvent servir à améliorer la qualité des dossiers. Pour la première fois, l'organe a pu se référer à la décision 7-11, en vertu de laquelle l'information qui n'est pas à sa place dans les sections de la candidature ne pourra pas être prise en considération.
Plus encore, les membres de l'organe ont été attentifs à la cohérence du dossier dans son ensemble, et notamment à la concordance des informations dans toute la candidature, qu'il s'agisse du formulaire, mais aussi de la documentation qui était jointe, y compris la documentation audiovisuelle. L'organe aimerait insister sur l'importance de considérer un dossier comme un tout. L'organe note avec préoccupation la soumission de dossiers qui répliquent les approches de sauvegarde ou les méthodologies de collecte de données proposées dans des dossiers inscrits au cours des cycles précédents, bien qu'ils ne concernent pas le même élément du patrimoine culturel immatériel ni les mêmes communautés. À cet égard, l'organe considère important de rappeler que chaque dossier se doit d'avoir sa propre identité et ne saurait être une simple adaptation, par analogie, de dossiers antérieurs qui auraient reçu un avis favorable. L'organe consultatif tient également à souligner les améliorations observées dans plusieurs dossiers qui lui ont été soumis pour évaluation pour la deuxième fois, à la suite d'une recommandation non favorable d'un organe consultatif précédent. Comme dans ses rapports précédents, l'organe encourage les États parties soumissionnaires, qu'ils aient reçu une décision négative du comité ou qui s'engagent dans la préparation d'un nouveau dossier, à se référer au texte et à la jurisprudence qui se sont accumulés pendant plusieurs cycles dans les rapports des organes et dans les décisions du comité. Il tient à insister d'autant plus sur ce point qui constate qu'un bon nombre de lacunes déjà identifiées par l'organe et le comité lors des cycles précédents persistent toujours. À cet égard, il rappelle que le document préparé par le secrétariat et traitant des questions transversales, ITH 13/8 comme information 7, est particulièrement utile aux États soumissionnaires. L'organe remarque de nouveau que certains États espèrent obtenir automatiquement une assistance internationale suite à l'inscription sur la liste de sauvegarde urgente. Ceci met en question la pertinence de certaines candidatures à la liste de sauvegarde urgente car elles semblent davantage correspondre à une demande d'assistance financière pour mettre en œuvre les mesures envisagées. Ainsi, dans plusieurs cas, l'organe a conclu négativement sur le critère U3, mesure de sauvegarde permettant la continuité de la pratique, du fait précisément que le financement ou la mobilisation de fonds pour les mesures proposées n'était pas garantie. Pour pallier ce problème récurrent, les membres du comité verront au paragraphe 11 du projet 8 comme 7 que l'organe propose l'élaboration à titre expérimental d'un nouveau formulaire combiné de candidatures ICH 01 et de demande ICH 04. Donc le formulaire de candidature à la liste de sauvegarde urgente et la demande d'assistance internationale de plus de 25 000 $. De sorte qu'un État partie puisse simultanément proposer un élément pour inscription et demander une assistance financière auprès du Fonds du patrimoine culturel immatériel. Pour conclure cette première partie de notre rapport, l'organe constate avec regret une dégradation générale de la qualité des dossiers et l'attribue en partie à l'absence lors de ce cycle des lettres substantielles de demande d'informations complémentaires que le secrétariat envoyait précédemment. Je vais à présent continuer, Monsieur le Président, avec des observations spécifiques concernant les 12 candidatures à la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Je commencerai par un bref résumé de nos observations concernant chaque critère. Pour ce qui est du critère U1, nous avons remarqué, entre autres, que les États parties soumissionnaires avaient parfois tendance à ne pas décrire l'élément dans toute sa complicité, mais à ne mettre en avant qu'un aspect de celui-ci. De plus, les candidatures tendent à se concentrer sur des caractéristiques historiques et techniques de l'élément, en omettant ses fonctions sociales et ses significations culturelles au sein de sa communauté aujourd'hui. Dans certains cas, des éléments ont été proposés en vue d'une revitalisation alors qu'ils semblent ne plus être pratiqués et ne sont donc plus constitutifs du patrimoine culturel immatériel tel que défini dans la Convention. Enfin,
Le fait qu'un élément ne soit pas défini de manière adéquate a des conséquences sur l'ensemble de la candidature, aussi bien sur l'identification des menaces auxquelles il est confronté, critère U2, que des menaces de sauvegarde requises, critère U3, et des contours de la communauté, critère U4 et également U5. Il est par conséquent crucial que chaque candidature présente une description adéquate et cohérente de l'élément, comme il est requis au critère U1. Bien que nous ayons considéré que le critère U2 n'était pas satisfait dans un seul cas, nous avons regretté de manière générale que les menaces ne soient pas traitées de manière inclusive et systématique. Les menaces identifiées sont trop souvent génériques, mondialisation, urbanisation, etc., et ne tiennent pas assez compte de la spécificité de l'élément en question. Ceci se traduit fatalement par des plans de sauvegarde eux-mêmes génériques et éloignés des spécificités de la pratique et de ses praticiens. Cela nous amène donc au critère U3, qui continue de présenter les plus grandes difficultés pour les États soumissionnaires. Nous avons trouvé que 9 candidatures sur 12 ne satisfaisaient pas ce critère, et même pour les 3 candidatures finalement recommandées, plusieurs membres de l'organe n'étaient initialement pas convaincus par les mesures de sauvegarde. Nous avons en effet estimé que les plans de sauvegarde étaient souvent trop vagues, conséquence immédiate, comme je le disais, de l'absence d'une identification rigoureuse et précise des menaces qui pesaient sur la viabilité de l'élément. L'organe consultatif suggère également que les États mettent en avant dans leur candidature quelques mesures de sauvegarde phares, plutôt que de présenter toute une batterie de mesures de sauvegarde dans un plan qui veut tout traiter et risque d'être superficiel. Les mécanismes, de nombreuses carences dans les plans de sauvegarde résultent également du rôle trop limité qui est donné aux communautés dans leur planification et dans leur mise en œuvre de dossiers, des mesures centralisées ou largement tributaires d'un soutien gouvernemental semblent se substituer à impliqué dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Concernant le critère U4, et comme le rappelle le paragraphe 5 du projet de décision 7A, la participation des communautés doit être démontrée à la fois dans la conception des mesures de sauvegarde proposées en U3 et dans le processus d'élaboration de la candidature. Cela signifie qu'il est indispensable de maintenir une cohérence entre U3 et U4, et de manière générale, tout au long de la candidature en ce qui concerne la définition et la participation des communautés concernées. D'insister sur ce point dans la décision chapeau 8 comme 7A, la moitié des dossiers évalués, 7 pour être précis, ont échoué à satisfaire le critère U4, bien que 3 d'entre eux aient apporté des preuves suffisantes du consentement libre, préalable et éclairé de la communauté. L'organe tient à rappeler que la participation la plus large possible de la communauté dans l'élaboration de la candidature, comme il est énoncé dans le critère, ne peut pas reléguer les communautés à une fonction de simple informateur ou estampilleur d'un dossier déjà finalisé. Les instructions dans les formulaires sont très claires à cet égard et pourtant nous avons été à nouveau confrontés à des déclarations standards ou uniformes du consentement. Nous voudrions ici souligner 2 aspects. D'une part, la diversité et la divergence de points de vue sont constitutives de toute communauté et leur consentement ne peut que les refléter. D'autre part, si les membres de l'organe reconnaissent parfaitement la nécessité de recourir à des personnes ou à des institutions médiatrices pour rassembler les consentements, le dossier doit fournir suffisamment d'informations sur la représentativité et la légitimité de ces médiateurs. Le critère U5 est le seul à avoir été satisfait par l'ensemble des candidatures. Néanmoins, les membres de l'organe ont souvent dû faire plusieurs vérifications à partir du lien URL indiqué dans la candidature pour trouver l'information requise, à la fois parce qu'il ne fonctionnait que par intermittence ou parce qu'il ne menait pas directement à la fiche d'inventaire de l'élément concerné.
D'où le paragraphe 7 du projet de décision 7A dans lequel nous suggérons au comité, puisqu'il risque de se confronter au même problème, de demander aux États de soumettre une copie de la fiche d'inventaire de l'élément avec sa traduction en anglais ou en français. Pour conclure, je voudrais juste partager avec vous quelques observations d'ordre général et non liées à un critère spécifique. J'ai évoqué la plupart d'entre elles dans les remarques communes aux trois mécanismes et donc je me limiterai ici aux questions relatives à la vidéo qui doit obligatoirement accompagner les candidatures à la liste de sauvegarde urgente. L'organe continue à remarquer un défaut de cohérence entre les informations rédigées dans le formulaire et le contenu de la vidéo. Il tient à rappeler que la vidéo a pour objet de compléter le texte écrit par des informations qui ne peuvent s'exprimer par des mots. En revanche, elle n'a pas vocation à se substituer au formulaire et ne saurait donc contenir une information essentielle qui ne figurerait pas dans celui-ci. Outre le paragraphe 6, que nous suggérons dans le projet de décision 7A, nous avons fait mention dans notre rapport de certaines vidéos qui nous ont paru particulièrement adéquates, comme vous nous l'aviez demandé l'année dernière. En général, les membres de l'organe ont sélectionné les vidéos qui mettaient en valeur la parole des membres de la communauté plutôt que les documents traditionnels commentés en voix off ou encore les spots de type publicitaire ou touristique. Il nous semble en effet que les vidéos doivent être conformes aux principes de la Convention selon lesquels les communautés identifient elles-mêmes leur patrimoine. Les vidéos doivent donc refléter au mieux leur participation à la préparation de la candidature dans toutes ses composantes. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire pour la première partie du rapport de l'organe consultatif et je vous remercie de votre attention. Thank you very much. You raised a number of important topics, some of which will only become clearer as we plunge into our work or examining individual files for the three mechanisms. The topic specific only to the register of best safeguarding practices or the international assistance will be taken up when the proper time comes, so I mean tomorrow morning. Now we still have 15 minutes before break, so I would like to start some preliminary general debate on the first part of the report. We have just heard items 7 and 7A only, with priority to the member of the committee, to the members of the committee. So we will start, and in 15 minutes we will stop to go further. Latvia, please. Thank you. I would like to thank the presentation we just heard, and also to make some comments. First of all, Latvia would like to welcome with appreciation the information document, information 7, that also concerns the item that we are discussing now, and that has been prepared by Secretariat on the transversal issues arising in the evaluation and examination of nominations, proposals and requests. And this document serves as an informative overview on the debated issues and decisions that need to be considered, and definitely enriches the information to be regarded before any future nomination, proposal or request. Thus, we would like to invite the Secretariat to disseminate this type of updated information before every cycle of evaluation, so that states parties may be reminded about these aspects to consider before submitting a new nomination, proposal or request. Coming back to the document 7, Latvia would like to draw the attention of the committee to several issues. Firstly, Latvia welcomes the approach applied by the consultative body of being attentive to the overall consistency of the file as a whole, thus considering if a missing information at one section is eventually present in another part of the file. To our mind, the objections on the structure of presenting a file should not serve as sufficient basis for definite refusal. Secondly, Latvia invites to be deeply attentive to the fact that the recommendation not to inscribe an element on the urgent safeguarding list
would result from conclusion that the safeguarding measures are not feasible because their funding is not assured. Although the named list is being established with a view to taking appropriate safeguarding measures, as stated by the Article 17 of the Convention, we consider that the criteria 3 set in operational directives that safeguarding measures are elaborated should not be interpreted solely in consistency with financial resources eventually attributed to this regard. In other words, we consider that the inscription itself may contribute to raising funds and drawing attention to urgent safeguarding. Thus, it may have positive impact even if appropriate financial importance is not given yet at the time of nominating a file. And lastly, we would like to underline support the consideration expressed within the document that communities should not be dispossessed of their own transmission processes. This, to our mind, should be attentively considered not only at the moment of evaluating new proposals for listing, but also and even more closely once discussing the impact that an inscription is having on the process of transmitting intangible cultural heritage. Thus, the consideration of periodic reports is of crucial importance also at this regard. Thank you. Thank you. I hope that Secretariat staff had pointed all the proposals and ideas. So the floor is going to Czech Republic, please. Merci, Monsieur le Président. Notre délégation tient à remercier chaleureusement l'organe consultatif pour son travail dans l'évaluation des candidatures pour la liste de la sauvegarde urgente, registre des meilleures pratiques et l'évaluation des demandes d'assistance internationale de plus de 25 000 $. La République tchèque voudrait mettre l'accent sur l'évaluation professionnelle des candidatures pour ces trois mécanismes et remercier l'organe consultatif pour son déploiement, sa cohérence et le travail minutieux dont il a fait preuve. Nous le remercions également pour son rapport détaillé, transparent et sérieux qui nous éclaire sur le processus d'évaluation, mais qui montre aussi diverses difficultés que présentent certaines candidatures. Les candidatures en chaîne, l'interprétation erronée de la Convention et le fait des plus préoccupants, à savoir que les communautés et les porteurs de l'élément ne sont pas toujours impliqués dans les mesures de sauvegarde du PCI et ne figurent pas en tant que participants actifs dans le processus de nomination. Nous tenons à souligner à quel point la qualité des dossiers de candidature et la formulation précise sont importantes, car c'est seulement de cette façon que les éléments seront bien présentés et interprétés. Pour être jugés de manière impartiale et efficace, les nominations doivent être complètes et répondre clairement aux règles conformes. Enfin, nous sommes très heureux de constater que dans ce cycle ont été présentés tous les groupes régionaux et nous nous réjouissons plus particulièrement des dossiers de candidature soumis par les pays africains. Nous espérons néanmoins qu'à l'avenir, le nombre de propositions pour le registre des meilleures pratiques qui peuvent être une contribution précieuse à toute la communauté internationale va augmenter. La République tchèque regrette également que l'aide financière internationale est en quelque sorte imprégnable, comme un château fort, comme en témoigne le faible nombre de demandes d'aide financière qui aboutissent. Le paragraphe 27 de ce rapport souligne le fait que le secrétariat n'est plus en mesure de préparer des lettres aux États parties, comme c'était le cas pour les cycles 2010 et 2011, qui contenaient des informations supplémentaires mais cruciales pour l'amélioration de leur candidature. Est-ce que le secrétariat pourrait nous donner un peu plus d'informations sur cette pratique? Car s'il s'agit des informations clés, comme le document semble le constater, à notre avis, elles devraient pouvoir parvenir aux États parties. Nous tenons également à exprimer de grands remerciements au secrétariat pour la révision du document 7.1.7, qui nous semble être un excellent compagnon pour toutes les questions intersensorielles et un excellent guide pour nous les États parties dans le processus de la mise en candidature. Merci, Monsieur le Président. Oh, thank you very much. We'll return to the answers later. Japan, please. Thank you, Mr. Chair. Japan also would like to appreciate the work done by the consulted body
And I appreciate the explanation given by the Secretariat and reporter of the consultative body, and I could understand the difficulty in preparing the document proposal because it is a sole basis for the evaluation. And Japan highly valued that the developing countries continue to submit a significant number of files. However, I was a bit surprised that among 61 files examined in 2013 cycles, only 15 were actually evaluated by the consultative body after passing the technical checks by the Secretariat. Actually, this clearly demonstrates the need for the improvement of the quality of the file and the importance of the capacity building. And on this score, Japan has been conducting the capacity building program through Japan Founding Trust to improve the implementation of the convention, including the support to prepare those different kinds of files. And as to the proposal, concrete proposal, Japan supports the creation of an integrated mechanism permitting state parties to simultaneously nominate an element to the urgent safeguarding list and request international assistance, as it would contribute to further promote safeguarding the intangible cultural heritage, as well as to reduce the unused fund for international assistance. Then Agenda 7A, Japan considers that the urgent safeguarding list is essential in light of the objective of the convention and appreciate its more active use. I was again surprised that only 3 countries among 12 proposals were recommended for nomination by the consultative body. I am not quite aware, fully aware of the concrete situation of those heritages, but it would be regrettable if truly endangered heritage were not nominated mainly because of the insufficiency or inadequacy in documentation or description. So again, on this score, I just have to emphasize the importance of the capacity building to prepare the files by the developing countries. Thank you very much. Thank you very much. Now the floor is going to Spain, please. Sí, gracias, presidente, por darnos la palabra cuando ya estamos a punto de tener nuestro tiempo límite. Bueno, agradecer, como han hecho el resto de las delegaciones, este extraordinario informe del órgano consultivo. Nuestra delegación constata que además muchas de las cuestiones que plantea el órgano consultivo se han planteado también en el último informe del órgano subsidiario y en los anteriores, por lo menos en este mandato en el que España tuvo ocasión de participar. Así que son cuestiones que ambos órganos consideramos que se debe de prestar atención. Y nos parece especialmente interesante el último punto que plantea el órgano consultivo. De hecho, es una propuesta que nuestra delegación quería plantear al comité, y es la posibilidad de unir esas dos fórmulas, ¿no? La asistencia internacional y la lista de salvaguarda urgente. Consideramos que, a la vista de los resultados que se están planteando, muchos estados están utilizando la lista de salvaguarda urgente cuando realmente lo que requieren es una asistencia internacional. Entonces, creemos que a través de esta reformulación sí se puede conseguir una mayor eficacia en la mejor utilización de cada instrumento para lo que realmente es. Dicho esto, también volvemos otra vez a señalar, como ya hicimos el año pasado, que nos sorprende la poca eficacia que está teniendo el instrumento de la asistencia internacional. Nos sorprende de nuevo que de 5 peticiones solo una haya conseguido esta asistencia internacional. Nos preocupa y consideramos que es un problema, porque realmente esta convención lo que está tratando, lo que trata, uno de los objetivos, es ayudar a los estados, no ponerle trabas. Entonces nos estamos planteando que si realmente ese cuestionario, en vez de ser facilitador, cuando un país realmente está en un estado de emergencia, porque es que está pidiendo una ayuda, está pidiendo una asistencia internacional, y este mecanismo no está funcionando. No funcionó el año pasado, si no recuerdo mal. No sé si eran
6 peticiones o 8 peticiones de asistencia internacional y se concedió una, y este año nos volvemos a encontrar con el mismo problema. Entonces, quizá debemos de reflexionar y pediríamos incluso a la Secretaría que hiciera un análisis de por qué falla estas peticiones, cuál es el problema de este formulario, y hacerlo quizá más flexible, más fácil, para que los Estados puedan realmente acogerse a esa ayuda. Recordemos que son países, que somos y que podemos estar todos dentro de esa situación, que no pueden cumplimentar de una manera tan exhaustiva un formulario, están en una situación de necesidad. Y nosotros aquí tenemos que facilitar, no obstaculizar el que se pida una asistencia internacional. En ese sentido también nos unimos a la delegación de Japón, que ponía el énfasis en quizá también que haya una capacity building para la asistencia internacional, lo cual no obsta a que tengamos que facilitar ese formulario también. Y con respecto a la lista de salvaguarda urgente, lo mismo, ¿no? Vemos que realmente, como ha dicho la delegación de Japón, muy pocos Estados consiguen finalmente pasar ese trámite formal de que puedan ser analizadas sus nominaciones. Entonces, quizá pues el trabajar un poquito más en facilitar, ¿no?, estos formularios para que los Estados puedan finalmente o inscribir en la lista de salvaguarda urgente o conseguir esa asistencia internacional. Gracias, presidente. Thank you very much. My dear colleagues, we approach to the time when we should support ourselves with a little bit of rest. So we will go further at 3 o'clock in time, and the first floor will be given to Kyrgyzstan and then to Azerbaijan. Please, ladies and gentlemen, before you leave the room, let me remind you that a presentation of a Spanish Youth Forum on heritage will take place at 2:30 at room Höfsan 1-2 on the fourth floor. Working groups of NGOs will meet again between 2 p.m. and 3 p.m. in room Amirjan on the 4th floor. At 3 o'clock we start. Please sure that you are on time. And the room will remain open as yesterday, so personal belongings, take care about your items. So, thank you and bon appétit. Merci.